Bonjour à toutes et tous. J'ai présidé la commission de récollement des votes, composée de membres de la direction et des représentants des différents textes d'orientation et donc aussi des deux candidats en liste pour le premier secrétariat du Parti socialiste. Cette commission de récollement s'est réunie pour la première fois vendredi à 4h45 du matin jusqu'à 6h30. Elle a repris ses travaux samedi à 13h jusqu'à 23h30 et a repris de nouveau ses travaux aujourd'hui à 10h et s'est conclu aux alentours de 14h30, 15h. 15h45, pardon. Je perds un petit peu le fil du temps parce que j'ai pas beaucoup dormi depuis quelques jours. À la clôture de ces travaux, elle a procédé à un vote. Je vais donc vous expliquer à partir de quoi nous avons travaillé et sur quoi nous avons voté. Nous avons travaillé à partir des procès-verbaux des fédérations qui donc nous ont remonté les votes des militants dans chacune de ces fédérations avec également des observations sur le déroulement du vote. Ces résultats ont été compilés, ils ont été communiqués dans la plus grande transparence par la direction du parti dès vendredi matin, bien sûr aux premiers secrétaires fédéraux du parti et aux représentants de tous les textes, des 3 textes d'orientation, et également à la presse. Vous avez pu avoir une lecture de tous les procès-verbaux, de tous ces procès-verbaux dès vendredi matin. Donc, à partir de ces faits bruts, nous avons pu établir une compilation des résultats au niveau national et établir une liste de contestations qui pouvaient avoir eu lieu parfois sur des questions extrêmement techniques et puis parfois sur des contestations qui sont plus de l'ordre d'irrégularité problématique. À la suite donc de plus de 20 heures de travail, nous avons, et alors que tous les sujets problématiques avaient pu être mis sur la table, nous avons procédé à la constatation d'un résultat qui donc est basé sur la totalité des voix récoltées dans chacune des fédérations sur la base de ces procès-verbaux, auxquels nous avons décidé de retrancher un certain nombre de voix sur la base de critères qui nous semblaient les plus objectifs possibles. Nous sommes un parti démocratique dans la République et donc il était important pour nous de fixer des critères qui soient irréfutables et qui soient compréhensibles par tous au regard du droit. Ces critères sont les questions de violence sur un lieu de vote qui ont été constatées, dûment constatées par tous, les pressions et intimidations, des votes électroniques non conformes, puisque au Parti socialiste, pour ce vote, seul le vote à l'urne en personne était accepté. Il n'y a eu que la Fédération des Français de l'étranger qui traditionnellement vote par dérogation, par vote électronique dans un processus très contrôlé, mais aucune autre fédération n'est autorisée à voter de manière électronique. Et puis, la présence de bulletins dans l'urne avant l'arrivée des surveillants. Là aussi, chacun peut comprendre que ce soit considéré comme des votes litigieux. Donc, après l'examen de tous ces procès-verbaux et de toutes les requêtes en irrégularité, et sur la base de ces 4 critères, nous avons un résultat définitif qui est le suivant. 23 527 votes exprimés, 12 020 voix pour Olivier Faure, 11 507 voix pour Nicolas Mayer-Rossignol. Ce qui veut dire que pendant le processus de récollement, par rapport au résultat brut initial, nous avons retiré 234 voix au total, 58 pour Olivier Faure, enfin retiré à Olivier Faure, et 176 retirés à Nicolas Mayer-Rossignol. Nous avons donc un résultat qui place Olivier Faure en tête avec 51,09% des voix et Nicolas Mayer-Rossignol à 48,91% des voix. Et donc, j'ai le plaisir
de vous dire que Olivier Faure est bien confirmé, réélu premier secrétaire du Parti socialiste. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, lorsque nous avons décidé de passer au vote, les représentants de Nicolas Meyer-Rossignol ont choisi de quitter les lieux, de ne pas prendre part au vote. Il semble que il y avait eu des, on va dire, pendant tout au long du travail qui a été fait, il y a eu certains sujets sur lesquels nous avons pu nous accorder très vite pour valider. Bien sûr, la grande majorité, comme vous avez pu le constater, des votes des fédérations, des sections ont été validés. Mais il y avait, disons, un comportement à géométrie variable dans ce qu'ils choisissaient de remettre en cause. Et malheureusement, voilà, ils refusent d'accepter un résultat qui ne leur convient pas, malgré le fait que nous ayons établi des critères qui nous semblaient les plus objectifs possibles. Alors, évidemment, depuis jeudi 19 janvier, depuis le début du scrutin, l'ouverture du scrutin 17h, nous avons vu effectivement une campagne qui est très regrettable, puisque immédiatement à l'ouverture du scrutin, il y a eu une volonté de faire croire à des triches massives dans le parti. Et comme vous le voyez, au final, on a retiré 234 voix par rapport aux près de 24 000 militants qui sont venus voter. Donc, on voit bien que là, il y a eu une tentative de déstabilisation du parti, de personnes qui peut-être pensaient déjà préparaient déjà le fait qu'ils n'allaient pas accepter les résultats. Donc, je regrette ce comportement qui n'est pas digne de notre parti. Donc, ce comportement a effectivement continué après la clôture du vote dans la reconnaissance des résultats. Mais nous avons été transparents. Nous avons constaté effectivement qu'il y avait déjà dès 4h45 vendredi matin un refus de commencer à travailler parce qu'ils savaient bien que les résultats bruts mettaient déjà Olivier Faure en tête et qu'il ne voulait pas partir de cet état de fait. Et donc, on a constaté à chaque fois une résistance à reconnaître que les résultats mettaient Olivier Faure en tête, et y compris lorsqu'on prenait en compte les contestations et au fur et à mesure, eh ben, à chaque fois, même quand il y a des endroits où effectivement, il y a eu notamment un des deux endroits où on a dû retirer des voix à cause du vote électronique, ça a été dans une fédération qui était favorable à Olivier Faure. Voilà, donc on a vraiment on s'est mis d'accord sur des critères qui nous paraissent objectifs sans regarder comment est-ce que ça allait affecter l'un ou l'autre. Et ensuite, on a regardé les résultats. Et à chaque fois qu'on a fait ça, en réalité, on a proposé plusieurs scénarios de ce qu'on pouvait prendre en compte. Et à chaque fois, ce qu'on constatait, c'était que Olivier Faure restait en tête. Et donc, ça ne leur convenait pas. Et bon, je regrette ce comportement. Je peux parler, c'est bon? Je peux poser la question? J'entends. Oui, oui. Ah, bonjour, excusez-moi, il y avait un petit décalage. Excusez-moi, j'avais pas compris que je pouvais poser la question. Je voulais savoir, s'il vous plaît,
Euh, à 15h45, combien de fédérations précisément ont été évaluées par la commission? Est-ce que c'est toutes ou pas? Et je voulais savoir dans un deuxième temps, donc vous parlez des 50 et quelques voix qui ont été retirées à Olivier Faure et de la centaine et quelques voix qui ont été retirées à Nicolas Mayer-Rossignol. Quelle fédération cela concerne précisément? Il semblerait que dans le clan de Nicolas Mayer-Rossignol, on fasse un peu une fixette sur Liévin notamment et La Courneuve. Est-ce que ce sont ces sections-là qui sont concernées et est-ce qu'elles ont été étudiées d'ailleurs? Alors, tous les sujets ont été mis sur la table. Tout le monde avait tous les PV de toutes les fédérations depuis le début, depuis même depuis vendredi matin. Toutes les opportunités de tout mettre sur la table ont été données pendant les 20 heures de travail de cette commission. Je ne veux pas nécessairement commencer à pointer du doigt ou à stigmatiser des fédérations tout entières ou des sections tout entières pour quelques endroits particuliers. Je peux vous confirmer effectivement qu'il y avait des demandes très fortes sur ces deux endroits que vous citez. Il y a eu des contestations à Liévin, il y avait aussi des contre-rapports de la part des mandataires du texte d'orientation 2 et notamment un procès-verbal, un rapport du chef de la police municipale de Liévin et un rapport du maire de Liévin, et avec des témoignages, de nombreux témoignages de camarades sur place. Donc, il y a eu une discussion approfondie qui a duré assez longtemps sur Liévin. Au final, les voix litigieuses qui avaient été mises en cause et où chacun reconnaissait qu'elles étaient litigieuses ont été retirées. Sur La Courneuve, je sais bien qu'il y a eu une communication virale assez scandaleuse. Je vais vous dire, moi je suis de la Seine-Saint-Denis. Je trouve assez scandaleux qu'entre socialistes, on choisisse de stigmatiser un département à partir de clichés qui clairement font plutôt plaisir à la fachosphère, parce que c'est quand même beaucoup eux qui ont relayé cette vidéo sur les réseaux sociaux. Donc je trouve ça assez dommageable pour le parti qu'on s'adonne à ce genre de pratique. La réalité est qu'il n'y a pas eu d'irrégularité constatée dans le vote à La Courneuve. Il y a eu des troubles qui ont été causés par quelqu'un qui s'est introduite dans le bureau de vote sous prétexte d'être scrutateur, alors qu'en réalité, elle n'était pas mandatée pour cela. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Alors, je peux vous dire déjà que Olivier Faure a parlé à Hélène Geoffroy et également a joint Nicolas Mayer-Rossignol pour leur proposer qu'ils se voient le plus rapidement possible, je crois dès demain si possible, à Paris, pour qu'on puisse préparer ensemble ce congrès. C'est important maintenant qu'on passe à la phase suivante, qui doit être effectivement de trouver les chemins de nouveau du rassemblement. On a connu, c'est pas la première fois qu'on connaît des moments compliqués au Parti socialiste. Il faut pouvoir les surmonter. Nous sommes dans un moment où, quand même, il faut le rappeler, parce que là, on a vécu dans une bulle, hein, je dois vous dire, moi et la première, depuis jeudi, ici, dans les murs du siège du Parti socialiste. Mais les Françaises et les Français sont d'abord préoccupés par l'injustice de la réforme des retraites. Il y a eu entre 1 et 2 millions de personnes dans la rue. Il y a encore un appel à manifester par l'Union des forces syndicales mardi prochain, 31 janvier, auquel bien sûr le Parti socialiste participera à nouveau aux côtés de toutes les forces de la gauche politique, syndicale et citoyenne. Donc il faut retrouver aussi ce à quoi, enfin le sens de ce pourquoi on existe en tant que parti politique, qui est que pour porter les revendications, les luttes, les aspirations, les espoirs
de millions de Françaises et de Français qui veulent plus de justice dans ce pays. Et donc, c'est à ça d'abord qu'on doit penser maintenant. Et c'est avec cet objectif-là, dans cet état d'esprit-là qu'on doit préparer le Congrès de Marseille ensemble. Alors, Olivier Faure a déjà tendu la main dans une interview qui a été donnée, qui a été publiée ce week-end, un peu plus tôt dans le week-end, dans laquelle il propose clairement à Nicolas Mayer-Rossignol la responsabilité stratégique de la préparation des élections européennes, par exemple, puisque c'était un sujet auquel Nicolas Mayer-Rossignol tenait particulièrement et on comprend tout à fait. Donc voilà, ça fait une proposition qui est sur la table. Maintenant, ils auront une discussion demain et donc on verra ce qu'il en ressort. Vous avez dit que seul le vote au Congrès validait le résultat final. Est-ce le cas? Quelle est la valeur de la consultation aujourd'hui? Alors, statutairement, c'est effectivement le Congrès du Parti socialiste qui ratifie officiellement les résultats, donc ratifiés par les délégués qui sont mandatés pour ça à l'issue du vote sur les textes d'orientation. Donc, il s'agit du vote qui a eu lieu le 12 janvier, qui, lui, je le rappelle, a fait l'objet d'un accord d'une ratification déjà qui a été signé par les 3 textes d'orientation. Donc, à partir de là, il y a un nombre de délégués qui ont été désignés dans les congrès fédéraux pour représenter la diversité des territoires et des majorités dans chacun de ces territoires. Et enfin la diversité aussi des sensibilités dans chacun de ces territoires. Et donc, oui, ce sera le Congrès fédéral qui validera, ratifiera officiellement ces résultats, mais ce sont ces résultats-là qui sont issus des travaux de la Commission qui seront proposés au vote des délégués au Congrès. Moi, je pense qu'on voit bien là, comme je vous l'ai dit, il y a un volume en réalité d'irrégularité qui est très faible. Je ne veux pas m'étendre plus avant sur ces questions-là. Il y a des irrégularités qui sont parfois un peu qui sont de bonne foi, qui sont des problèmes techniques ou une volonté de bien faire qui finalement aboutit à quelque chose qui n'est pas régulier, comme par exemple l'organisation des votes électroniques à la dernière minute parce qu'il y avait une tempête de neige. On peut comprendre que les camarades voulaient trouver une solution, mais malheureusement, ils ont fait quelque chose qui n'est pas régulier, qui ne peut pas être accepté parce que c'était pas un processus sous contrôle qui garantissait l'intégrité du vote. Voilà. Donc il y a parfois des choses qui sont pas des malveillants. Il y a eu malheureusement aussi, j'ai parlé de violences qui ont été constatées ou de pression et d'intimidation qui ont été constatées. Il y a eu quelques endroits où malheureusement ces comportements ont eu lieu. Donc tout ça a été noté dans des procès-verbaux. C'est bien pour ça que ces votes ont été retirés, mais comme vous pouvez le voir, ça concerne des endroits très isolés et très localisés. Voilà. Allô ? Oui, bonjour, Marie Mollet pour RTL. J'avais une petite question. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris si vous êtes allé, oui ou non, au bout des travaux. Est-ce que vous avez examiné toutes les fédérations une à une ou est-ce que vous êtes arrêté peut-être au Pas-de-Calais, comme on peut l'entendre du côté de Nicolas Mayer-Rossignol? Je vous remercie. Alors, il y a des fédérations qui ont été examinées plus en détail que d'autres, mais toutes les fédérations ont pu être mises sur la table, oui. Excusez-moi, je complète la question de ma consoeur. Ça veut dire quoi? Toutes les fédérations ont été mises sur la table. Est-ce que ça veut dire qu'elles ont été étudiées par toutes les parties prenantes? Merci. Toutes les parties prenantes avaient tous les éléments sur toutes les fédérations et tout le monde a eu l'opportunité de mettre leur sujet sur la table en discussion pour chacune des fédérations. Voilà, et tout est disponible ici. Si vous le souhaitez, si vous voulez venir voir tout ce qui a été mis sur la table, tous les PV qui ont pu être examinés, nous sommes continuons notre volonté de transparence complète.
Nous savons qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où malheureusement, les faits peuvent faire parfois l'objet de versions alternatives, ce qui n'est clairement pas très scientifique, mais enfin, voilà, c'est malheureusement la réalité dans laquelle on vit. Et donc, si vous souhaitez venir voir ce sur quoi tout le matériel à partir duquel on a travaillé, tous les procès-verbaux, les examiner vous-même, il n'y a aucun problème, tout est à votre disposition au siège. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Je continue, comme mes collègues, d'insister sur le point du nombre de fédérations étudiées. Je n'arrive pas à saisir, en fait, comment c'est possible que vous disiez toutes les fédérations ont été étudiées et qu'en face, ils disent il y a entre 17 et 38 fédérations qui n'ont pas été étudiées. Alors, et je propose une hypothèse d'analyse. Est-ce qu'ils parlent des fédérations où il n'y avait pas de recours? Parce que on a du mal à saisir ça, en fait. Non, simplement, il y a eu des degrés d'analyse, des degrés de travail différents sur les fédérations. Il y a des fédérations sur lesquelles nous sommes allés beaucoup en détail. Il y en a une en particulier sur laquelle nous avons dû passer 2 ou 3 heures. Voilà, il y a eu des différents degrés de fédération. Il y en a même une, on a passé 30 minutes au sujet de la possibilité d'un vote annulé qui n'aurait pas dû être annulé en faveur de Nicolas Maillot-Rossignol. Voilà, donc il y a eu des comportements différents sur le temps qu'on a pu passer sur telle ou telle fédération. Mais comme je vous l'ai dit, tout le monde avait tout en main, tout le monde avait le loisir de discuter de toutes les fédérations et de mettre sur la table tous les sujets pour toutes les fédérations. Oui, donc ça veut dire qu'il y a des fédérations qui n'ont pas été étudiées, mais parce qu'elles n'ont pas été mises sur la table. Il y a un certain nombre de fédérations pour lesquelles il n'y avait pas de problème. Voilà, là, comme je vous l'ai dit, l'immense majorité des fédérations, en réalité, il n'y a aucun sujet. Les PV sont revenus avec rien à signaler dessus et donc c'était automatique. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Juste, excusez-moi, je vais encore revenir là-dessus, mais comment vous avez procédé? Vous êtes parti de l'Ain et vous avez terminé au Val d'Oise? Et parce que non, mais c'est important parce qu'en fait, ils racontent pas du tout le même déroulement des choses où vous avez uniquement pris les fédérations qui posaient problème, parce que eux disent que il y a eu une interruption de séance. À ce moment-là, vous étiez à 60 fédérations étudiées, dont 45 validées par les 2 parties ou les 3 parties, je sais pas comment on peut dire. Et que après cette interruption de séance, vous avez envoyé ce communiqué pour dire qu'Olivier Faure avait gagné. Donc voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Et deuxième question, vous dites que la ratification du résultat du PS se fera au Congrès par le vote des délégués. Là aussi, visiblement, il y a un désaccord puisque il peut aussi se faire par mandat, disent-ils. Et dans ce cas-là, ça change un peu la donne sur quel parti est majoritaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Oui, je crois que j'ai déjà répondu quand même à la première question. Oui, mais comme on n'a pas bien compris, à plusieurs reprises sur le, ouais, mais on comprend pas sur le fait qu'il y a eu différents degrés de détails dans lesquels on est allé pour chaque fédération. Voilà. Mais sur la question du congrès de Marseille, comme dans tous les congrès du Parti socialiste, depuis, alors je suis pas la meilleure spécialiste de toute l'histoire du Parti socialiste depuis le début depuis plus de 100 ans, mais ce qui est clair, c'est que les seules personnes dans un congrès du Parti socialiste qui ont mandat pour voter, ce sont les délégués. Donc je ne comprends pas de quoi on me parle quand on fait une distinction entre les mandats
et les délégués. Voilà, les seuls qui ont mandat pour voter dans un congrès, ce sont les délégués. C'est marqué dans les statuts? Oui, c'est dans les statuts du parti. Et sur la base des votes du 12 janvier, c'est ça qui les gêne en réalité. C'est là où on voit bien qu'ils cherchent toujours une réalité alternative. À chaque fois ils déplacent le problème. À chaque fois, on leur propose une méthode de travail, ils en réclament une autre. On leur propose plusieurs options sur les critères sur lesquels on se met d'accord pour pouvoir invalider certains votes. Au fur et à mesure qu'ils voient que finalement ça les arrange pas parce que ça va toujours pas dans le sens qu'ils veulent, parce que ça peut pas aller dans le sens qu'ils veulent, ils changent les critères. Maintenant, donc ils sont partis, ils ont refusé de voter parce que le résultat du travail de la commission ne leur convenait pas. Et maintenant, ils essaient de redéfinir qui a mandat pour voter au Congrès. Donc, je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Ça commence à devenir un peu fatigant, je dois le dire. Bon, je vous propose qu'on arrête là. Et comme je vous l'ai dit, bon, je suis bien sûr disponible en direct si vous voulez qu'on échange un peu plus. Et puis, comme je vous l'ai dit, si vous souhaitez venir voir les éléments à partir desquels nous avons travaillé, tout est disponible au siège du Parti socialiste. Merci à toutes et tous.